Bienvenue sur cette troisième table ronde de la journée, une table ronde qui va être donc consacrée aux citoyens, aux habitants et aux énergies renouvelables. Parce que sans l'implication des citoyens, il n'y aurait pas de transition efficace, de transition énergétique efficace. Depuis quelques années, d'ailleurs, on voit émerger des projets citoyens un peu partout sur le territoire. Des collectifs se forment pour lancer ces projets, mais aussi pour les financer. Ils ne pourraient pas avancer ces projets sans politique énergétique efficace. Autour de cette table ronde, donc, on va essayer de discuter avec ces acteurs de terrain qui portent ces projets, mais aussi avec des structures qui les entourent et qui les aident. Nous accueillerons donc Solène Leroux, qui est chargée du projet Transition énergétique à la région. Nous aurons aussi David Jenner, directeur de Prats ENR, ici dans les Pyrénées-Orientales. Franck Turlan, qui viendra représenter l'association Éco-Habité en Corbière et Minervois. Antoine Rousseau, qui représente les survoltés d'Aubray. Alenka Doulin, qui est animatrice du réseau Éclair, énergie citoyenne locale et renouvelable en Occitanie. Et enfin, M. Dominique Charza, qui est directeur régional d'Enedis. On va commencer avec Solène Leroux. Solène Leroux, bonjour. Vous êtes le chargé de projet donc, transition énergétique à la région Occitanie. Depuis 2014, la région s'est engagée dans une démarche de stratégie régionale à énergie positive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette démarche ? Oui, alors c'est plus exactement, c'est vrai que la dynamique des projets citoyens a démarré en 2014 et c'est la stratégie région énergie positive, elle a démarré un peu plus tard, donc en 2016, donc avec la fusion des deux régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Donc la région Occitanie a affiché la volonté de devenir une région à énergie positive à l'horizon 2050. Donc en quoi ça consiste ? Ça consiste en fait à diviser par deux les consommations d'énergie, donc principalement dans les secteurs du bâtiment et des transports. Donc les enjeux ont été rappelés tout à l'heure par Vincent Feuillette en Occitanie. Et ça consiste à multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable. Donc les enjeux, ils sont vraiment considérables, puisque concernant la question de la transition énergétique en Occitanie, donc cette stratégie régionale énergie positive ne touche pas seulement au secteur des transports, du bâtiment et des énergies renouvelables, mais c'est plus largement, donc ça touche à la question du changement climatique, de la pollution de l'air, de l'alimentation, de l'emploi local. Voilà. Donc c'est une thématique qui va beaucoup plus largement. Alors aujourd'hui, on est là pour parler des projets citoyens. On va les détailler tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, ce que c'est qu'un projet citoyen aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de projets en fait d'énergie renouvelable qui se sont faits un peu, qui ont été ralentis par des contraintes qui sont réglementaires, mais qui sont justifiées sur des enjeux de biodiversité, de paysage, voilà, mais également des projets qui sont freinés en raison des difficultés d'acceptation et d'acceptabilité des projets au niveau local. Donc c'est pour ça que la région soutient un modèle de développement, ce modèle de développement des projets dans lesquels en fait les citoyens, les collectivités sont impliqués directement à la gouvernance et au financement du projet. Donc ces projets en fait sont soutenus depuis 2014, j'y reviendrai après, par la région. Donc en fait ça constitue une réponse à une réappropriation des questions énergétiques au niveau des territoires, d'optimisation des retombées économiques sur le territoire et également des retombées aussi sociales en créant une sorte de communauté en fait d'ambassadeurs de la transition énergétique. Donc il y en a qui sont représentés ici dans cette table ronde, qui en fait permettent aussi d'engager des dynamiques qui sont positives sur le territoire, qui contribuent à sensibiliser également les citoyens bien au-delà de la question des énergies renouvelables, mais plus largement sur les questions de transition écologique. Alors donc on distingue ces projets juste citoyens des projets qui sont dits participatifs, dans lesquels en fait les citoyens viennent mettre du financement, mais ne sont pas forcément à la gouvernance du projet. Même s'il ne faut pas opposer ces deux modèles qui sont, je pense, complémentaires. Et la région est forcément à leur côté. Quels sont les dispositifs d'aide qui sont mis en place pour les accompagner ? Oui, donc ça revient effectivement à la date que vous avez évoquée tout à l'heure, la date de 2014. Donc c'est la région Languedoc-Roussillon, l'ancienne région Languedoc-Roussillon, avait déjà initié un appel à projet qui s'appelait Énergie coopérative et citoyenne, énergie renouvelable coopérative et citoyenne, donc en 2014. Et donc cet appel à projet, donc il a été
conforté par la volonté effectivement d'impliquer le citoyen dans la transition énergétique dès 2016, et donc il a été renouvelé cet appel à projet en 2016, 2017, 2018, 2019, et là en fin 2020 on a encore eu des lauréats de cet appel à projet. Donc il y a deux types d'aides dans cet appel à projet. Il y a une aide à la décision, une aide aux études. Donc c'est en fait un dispositif qui permet de financer jusqu'à 35 000 euros d'études socio-économiques, d'études techniques également, d'études juridiques, et donc également de permettre de financer des études pour mobiliser les citoyens sur le territoire. Et donc cette aide-là, elle est complétée par une aide qui s'appelle la prime à la participation citoyenne, qui consiste en fait à venir abonder en subvention, donc 1 euro qui est mis par le citoyen dans la société de projet pour financer le projet sur son territoire, et abondé de 1 euro de subvention par la région, et cette aide va jusqu'à 100 000 euros. Donc il y a des cas ici donc, de projets qui sont effectivement lauréats de cet appel à projet. Et est-ce qu'il y a beaucoup de répondants quand vous lancez des appels à projets comme ça? Est-ce que vous avez beaucoup de candidats qui répondent? Oui, ben, on a eu environ, on a à peu près presque une centaine de candidatures qui nous sont parvenues depuis 2014 sur l'ensemble des appels à projets, avec des fluctuations par moment, on a eu plus ou moins de candidatures, mais des fois on a eu beaucoup, donc ce qui fait que l'année d'après ou quelques mois après, on en avait moins. Mais globalement, c'est assez stable et on a toujours eu pas mal de candidatures. Donc aujourd'hui, on a 60 projets qui sont aidés grâce à ce dispositif. Et on a aujourd'hui à peu près 25 projets en fonctionnement. Alors ça peut paraître peu, mais il faut savoir qu'il y a des projets qui demandent beaucoup de temps de réalisation. Donc David Jenner qui est là pour en témoigner. Donc aujourd'hui, on a un maximum de projets, le plus de grand nombre de projets qui ont été réalisés, ce sont ce qu'on appelle des grappes solaires. Donc c'est en fait des projets qui consistent à réaliser, à équiper en installation photovoltaïque plusieurs toitures, donc souvent sur des bâtiments publics, des collectivités. Donc c'est vraiment le lien entre collectivités, citoyens et aussi développeurs privés qui permet en fait de faire émerger ces projets. On a également aussi des parcs au sol. Et sur le territoire, ils sont un peu partout et il y a des secteurs il y a des secteurs plus friands que d'autres? Oui, bah, disons qu'historiquement, on avait la partie est de la région qui était beaucoup plus couverte, mais notamment parce que cet appel à projet, il a eu un véritable effet déclencheur, un effet booster en fait, pour faire émerger des projets. Mais on voit aujourd'hui que l'appel à projet a permis de faire émerger des initiatives de l'autre côté ouest Occitanie. Donc on a des territoires qui sont très très bien couverts. Je pense à la Haute-Garonne, au Lot et d'autres. Voilà, on a encore des zones blanches, on va dire. On a aussi pour pas non plus dépeindre un tableau absolument idyllique de cette dynamique-là, c'est pas évident parce qu'il faut maintenir une dynamique qui est souvent à l'initiative de bénévoles, et voilà, donc il y a tout ça qui fait que ça se fait sur du temps long, et donc aujourd'hui, oui, il y a encore des territoires qui sont pas couverts. Et il y a un enjeu effectivement de massifier et de diversifier ces projets-là. Donc il y a des projets qui sont sur le temps long, donc qui sont pas encore sortis. D'accord. Et vous parliez pardon. Je vous Non, écoute. juste pour vous donner un tableau, aujourd'hui, il y a à peu près 50 collectivités territoriales qui sont impliquées dans ces projets. Et il y a à peu près, je regarde mes notes en même temps parce qu'il y a des chiffres, à peu près 4000 actionnaires citoyens qui sont impliqués dans ces projets. D'accord. Vous parliez essentiellement de projets de toiture photovoltaïque. Sinon, quel autre type de projet émerge ici en Occitanie? Il y a des projets éoliens, des projets de parcs éoliens qui sont en cours de développement. Donc ce sont des projets effectivement qui historiquement se sont faits souvent par des développeurs sans forcément de concertation au niveau local, avec une acceptation complexe, donc c'est toujours le cas. Et donc on pense effectivement que l'implication des citoyens au niveau local, avec aux côtés de la collectivité, aux côtés des développeurs, peut permettre de faire émerger ces projets éoliens notamment. Mais après il y a d'autres projets, il y a des projets de grands parcs solaires au sol, sur des terrains qui sont inappropriés pour l'agriculture ou d'autres destinations. Également des projets de bois énergie, donc on en a aujourd'hui un seul, donc c'est des projets de chaleur renouvelable. Donc là, on a aujourd'hui massivement des projets d'énergie renouvelable électrique. Et donc effectivement, on a un enjeu diversifié. Est-ce qu'il y a encore du potentiel pour développer d'autres formes d'énergie, j'imagine, biomasse? Oui, bien sûr. Quand je parlais de bois énergie, effectivement, c'est le potentiel biomasse. On aura peut-être de l'hydrogène citoyen également. On parlait ce matin, je sais qu'André Joffre a parlé de la question du stockage. Voilà, donc ce sont des collectifs qui ont effectivement envie aujourd'hui
de monter en compétences. Enfin, ils sont montés en compétences, mais aujourd'hui, il y a un enjeu effectivement d'accompagner la professionnalisation et la montée en compétences pour pouvoir effectivement développer d'autres projets. Et également, je sais pas, donc Alenka Doulin, là, qui représente le réseau Éclair, on parlera tout à l'heure, mais cet appel à projet, il ne permettrait pas de faire émerger tous ces projets sans l'appui d'un réseau régional, donc qui est le réseau Éclair, énergie citoyenne locale et renouvelable en Occitanie, qui est vraiment notre outil, donc avec plusieurs salariés qui en fait vont auprès des porteurs de projets, vont sur les territoires et en fait font de l'accompagnement à l'émergence de projets, font de la formation, du tutorat, de la mise en réseau. Et c'est vraiment eux en fait qui sont aussi notre outil. Donc notre outil, je dis ADEME et région, pour, euh, pour développer ces projets sur le territoire. Pour les accompagner aussi, j'imagine, au quotidien. Est-ce que vous diriez qu'avec la crise sanitaire, qu'avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre, vous avez ressenti un besoin des citoyens et de consommer entre guillemets une énergie propre et une énergie plus locale? Est-ce que c'est quelque chose qui est remonté, ça? C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'impact de la crise sanitaire de manière globale et la crise sanitaire ramène effectivement à sans doute, je ne suis pas un spécialiste pour en parler, mais aux questions globales de crise climatique qui arriveront plus tard et qui seront des crises qui sont peut-être beaucoup plus complexes à gérer. Et donc effectivement, aujourd'hui, clairement, les collectifs citoyens qu'on a dans on va dire notre portefeuille de projets qu'on suit, ils ont des difficultés aujourd'hui à poursuivre l'action en temps de Covid parce que clairement, ces initiatives citoyennes se font beaucoup autour d'échanges, de rencontres, de partages, dans des réunions, dans des cafés-débats, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que le Covid, c'est compliqué, donc même pour collecter de l'épargne. Mais je pense qu'effectivement, cette crise sanitaire ira à terme dans le sens du développement de ces projets et d'une réappropriation des questions énergétiques au niveau local, comme c'est le cas sur la volonté, effectivement, les questions qu'on se pose, on va dire, en tout cas, de relocaliser l'économie, de relocaliser la production, de relocaliser la production alimentaire, donc, et également se réapproprier relocaliser la production d'énergie. Très bien, écoutez, merci beaucoup Solène Leroux. Des porteurs de projets, on en a 2 ici. On va pouvoir discuter concrètement donc de projets locaux. D'abord avec vous, David Génère, bonjour. Vous êtes donc le directeur général de la SEM Prats ENR. Alors Prats ENR, qu'est-ce que c'est? Prats ENR, c'est une société d'économie mixte qui a été créée il y a 2 ans, 2018, qui représente 3 acteurs de la commune de Prats, c'est-à-dire la mairie, la régie électrique, puisqu'en fait on est indépendant par rapport au réseau. Il faut savoir que 95% du territoire français est géré au niveau du réseau par Enedis et 5% par des régies électriques, c'est-à-dire des communes. Des communes qui ont gardé la gestion de leur réseau électrique. Dans le département des Pyrénées-Orientales, il y en a 5, dont Prats-de-Moyau. Et nous, donc ça fait maintenant plus de 110 ans qu'on gère le réseau et l'électrification de la commune. Pendant plus de 12 ans, moi j'ai été administrateur de cette régie électrique. Et donc elle fait partie aussi de cette société d'économie mixte. Et un collectif citoyen qui s'appelle Ecosite, qui représente 100 familles aujourd'hui sur le village, qui participent au développement et à l'autonomie de Prats-de-Moyau sur l'électrification et l'énergie électrique sur la commune. Alors, est-ce que ça a été facile de convaincre ces familles de vous suivre, malgré l'histoire de Prats et de son autonomie? Alors, en tout bon catalan, non. Voilà, c'est pas évident. On n'a pas mis très longtemps pour recueillir l'argent qu'on avait besoin. On a créé l'une des plus petites SEM d'économie mixte de France, puisque nous, on a juste 150 000 € en capital, qui n'est pas énorme par rapport à toutes les SEM qui existent. Et il nous fallait 35 000 €, ce que l'on a réussi à récolter en 1 mois, ce qui est quand même pas mal pour 1000 habitants. Donc nous, pour ça, on est assez satisfait de ça. Mais c'est surtout les habitants européens de la commune qui nous ont facilité le travail sur le village. Pourquoi? Parce que la première réunion publique que l'on a fait, on était 15 à 20 dans la salle, en réunion publique, dont 2 Européens anglo-saxons. Et le maire, lui, pensait qu'on serait 5. Bon, on a été 20. C'était déjà bien, donc. On était 20, donc c'était déjà pas mal.
Et à la sortie, ces anglo-saxons m'ont dit: «Ouais, ça serait bien que tu le fasses en anglais». J'ai dit: «Ouais, pas de problème, hein, il va falloir que je révise, très bien mon anglais, mais c'est pas grave, on le traduira». Et là, on s'est retrouvés, on était 40, donc avec tous les Européens qui fournissent le village, c'est-à-dire des Danois, des Suédois, des Écossais, des Irlandais, des Espagnols, des Catalans, tout réunis, ça faisait 40 familles, autour de 40 personnes autour de cette réunion publique. Et ben ça m'a servi parce que le lendemain au café, j'ai commencé à dire à tous les habitants: «Beh, vous voyez, on a beau dire on est de Prats, mais ce sont les autres qui sont là pour participer au projet». Et ce qui fait que, beh, à la troisième réunion publique, on n'en a fait que 3, ben, on était 60 et on a réussi à agglomérer, Et 100 familles sur le projet. pardon, mais qu'est-ce qui bloquait? Selon vous, qu'est-ce qui empêchait, les habitants de venir au début, selon vous? Oh, on part de très loin, c'est-à-dire que Prats, en 1987, si vous voulez, la régie électrique et la commune a décidé de refaire, une centrale hydroélectrique, d'accord? Et cette centrale hydroélectrique, le pourquoi et le comment, elle a été mal gérée. C'est des questions d'opinion, c'est des questions de personnes qui n'ont pas voulu gérer cette centrale, ce qui fait qu'elle a plombé les comptes de la commune pendant plus de 20 ans. Quand la nouvelle équipe a été mise au niveau de la régie électrique, hein, dont j'en faisais partie, on s'est battu contre la mairie en place pour remettre cette centrale électrique contre le maire actuel, qui était à l'époque premier adjoint, pour pouvoir la remettre en service. Aujourd'hui, il faut voir que cette centrale hydroélectrique, quand elle fonctionne, elle rapporte 180 000 euros de chiffre d'affaires à la commune. Maintenant, le maire, qui était le plus fervent opposant, aujourd'hui, c'est celui qui regarde quand c'est qu'elle tourne pas, pourquoi elle tourne pas, et il faut qu'elle tourne. Donc, et les énergies renouvelables, ça lui va. D'accord. Donc, Et dans le projet, votre projet concrètement, c'est donc des toitures photovoltaïques, mais pas que? voilà. Alors nous, on est parti sur un projet un peu différent, c'est-à-dire que Praz-Moyo, il faut voir Praz-Moyo, c'est 142 km². Paris, c'est 101 km². On est 1,4 fois plus grand que Paris, mais on n'est que 1000 habitants, hein. Paris, ils sont, je sais pas combien, 5 millions, je crois. Mais voilà. On a plus Bien. de Un peu vaches, plus de place par habitant on qu'à a Paris. plus de place et plus d'arbres par habitant pour respirer. Mais donc on a décidé de faire un mix énergétique, hein, parce que justement, comme on avait une centrale hydroélectrique en 40 quand elle ne fonctionne pas, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc on est obligé d'acheter de l'électricité et de faire venir de l'électricité de territoire français, hein, on est raccordé, tout va bien. Donc Enedis nous amène de l'électricité, mais on n'a pas d'électricité sur le territoire. Donc on a décidé de faire des petits projets de 1 à 5, voire 10 de la consommation du village. Petit projet, tout ça sous obligation d'achat. Donc on a décidé de faire des hangars photovoltaïques en discussion avec les agriculteurs. Donc on construit des hangars, on y met une toiture photovoltaïque et en dessous, il y a des vrais agriculteurs du territoire. Mmh. Tous ont été validés par la Chambre d'agriculture avec l'accord de la Chambre d'agriculture pour des exploitations agricoles. Donc ils ont deux fonctions. Mais on n'a pas fait que ça, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir que le solaire. On a décidé aussi de faire un mix énergétique complet. On avait une vieille centrale hydroélectrique qu'on compte réhabiliter qui va produire 10%. Voilà. Les centrales photovoltaïques, ça fait 40, plus 10% d'hydraulique, plus les 40 que l'on a. Eh ben, on arrive à 80, 90. Et on va faire du micro-turbinage sur les canalisations d'eau potable pour atteindre les 95%. Et après, on a décidé d'essayer de travailler sur l'économie que peuvent faire les gens en travaillant sur la numérisation de la donnée grâce ou avec le concours des compteurs communicants. Mais pour le moment, on ne va pas utiliser les compteurs communicants, on va juste utiliser des compteurs que l'on met au niveau des postes de transformateurs pour savoir exactement combien consomme le quartier et combien on produit. Tout ça sur une application numérique. Ça, on a eu l'aide de l'ADEME et de la région pour développer ce projet-là, pour que les habitants puissent voir, à temps plus 5 minutes, la production et la consommation du village et adapter leur consommation avec la production du village pour arriver à faire des économies au village. Et indirectement, j'espère que demain, les nouveaux administrateurs de la régie penseront à faire un nouveau tarif
pour que les habitants puissent en profiter aussi sur leur, sur Sur leur leur, facture. sur leur facture. Très bien. Aujourd'hui, il en est où le projet Alors le projet, on en est à la construction des hangars, malgré tout, c'est ça? malgré tout, ouais. Ça fait 4 ans qu'on se bat, mais 2 ans et demi 3 ans qu'on est créé en tant que SEM et 3 ans de papier administratif. Mmh. Voilà. Et nous, c'est la seule chose qui nous embête un peu, c'est-à-dire c'est la réactivité de certaines personnes à nous répondre. Alors que bon, c'est sûr, il y a énormément de projets peut-être, mais bon, je pense qu'on est un peu laissé à l'aventure et pas aidé. Autant on est aidé par la région, soutenu grandement, l'ADEME aussi, mais après, on a un manque d'aide au niveau de l'État, puisque quand on fait une demande, elle est rallongée. Donc normalement, ils ont 1 à 2 mois pour nous répondre. Elle est rallongée à 3 voire 4 mois par courrier. Et puis ils vont attendre le dernier jour pour répondre et pour dire, eh ben, il nous manque tel papier. Alors que bon, ils auraient consulté un peu avant, il manque tel papier, on aurait renvoyé et ça aurait été bien plus simple. Donc le projet, à la place qu'il se fasse en 4 mois, administrativement, eh ben, il va prendre 1 an, voire 1 an et demi, si en face, il n'y a pas eu un changement d'interlocuteur. Et ça, c'est quand même assez difficile pour les citoyens qui sont là quand même. Il ne faut pas oublier, on est tous bénévoles. Bon, aujourd'hui, moi j'ai une indemnité en tant que directeur du projet au niveau assurantiel, mais c'est rien par rapport à un directeur de SEM, si on en prend partout ailleurs, c'est même pas de l'ordre de 400 euros, hein. Donc c'est rien pour tout le truc qu'on fait. Mais c'est quand même quelque chose qui peut en dérouter et en arrêter beaucoup de projets. C'est-à-dire cette... Ce manque de réactivité qui, en fait, pourrait même décourager, j'imagine, les citoyens qui avaient décidé de vous suivre aussi, puisqu'ils ne voient finalement pas les choses aboutir. Ah ben pendant 3 ans, on passe pour l'Uluberlu du village, où jamais ça sera réalisé, jamais ça sera fait. Et bon, ben là, heureusement, je vais passer un bon été. Je pense que je vais me faire payer des coups à boire au café s'ils arrivent à réouvrir. Mais parce que les hangars sont en cours de construction, les agriculteurs sont contents. Parce que ça met aussi des difficultés au niveau des agriculteurs, parce qu'ils ont pris... En ayant cette lenteur administrative d'un côté, eh ben, on loupe des subventions qui étaient créées à cet effet-là et qui finissaient l'année dernière ou il y a 6 mois en arrière. Ben, les agriculteurs ils peuvent pas avoir ces subventions-là. Donc ça peut prétendre à tout un éboulement derrière d'un projet qu'on essaye de faire au mieux, quoi. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, Prats sera un village quasi autonome en énergie? Ça va pas faire plaisir à monsieur Nédis, mais... Alors pour moi, on a besoin d'Enedis tous les jours, hein. Moi, je reste sur ce qu'avait dit le président de Gaulle, c'est-à-dire qu'il fallait que l'électricité arrive à chaque citoyen. Et EDF à l'époque, hein, puisque maintenant c'est Enedis, mais EDF a été créé pour ça, pour que l'électricité arrive à chaque citoyen. En France, c'est Enedis et des régies électriques. Pour ça, il faut que ça reste. Voilà. Après, peut-être est-ce qu'on peut créer d'autres régies et Enedis faire le lien avec tous? Pourquoi pas? Il y a un mode économique à chercher et à refaire, peut-être, mais sans avoir obligatoirement une privatisation de ces réseaux-là. Et je pense que ça sera mauvais pour nous, pour les Français citoyens derrière. Mais ça n'empêche pas de faire de la production d'électricité, d'essayer de réfléchir différemment pour l'électricité. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Prats ENR? D'arriver à finir nos hangars et que dans 2 ans, on se voit et qu'on puisse dire on est à 100% autonome. Autonome, je dis bien autonome, pas indépendant. C'est-à-dire que si on a besoin d'Enedis, on aura toujours besoin d'Enedis pour nous amener l'électricité. Voilà. Pour Et leur en revendre aussi, peut-être? pour leur en revendre, non. Non. Pour qu'elles puissent être transportées Oui. chez elles. Parce qu'ils Oui. achètent pas, ils vendent pas. Il ne faut pas confondre. Oui. Il faut arriver bien à... Parce que quand il y a une coupure d'électricité, ça vient de leur faute. C'est leur faute. C'est la ligne qui n'est pas entretenue. Mais sinon, mais ils ont un Oui. gros travail. C'est eux les plus handicapés. C'est eux qui sont les plus handicapés. Mais non, oui, c'est arriver à 100%, que tous les citoyens de Prat soient contents, qu'ils puissent voir l'aventure qu'elle a réussi. Et nous, comme disait Solène, c'est-à-dire que ça a créé quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire que nous, on est parti de l'électricité parce que c'est quelque chose que nous maîtrisait.
on va peut-être faire aussi le chauffage des bâtiments communaux, mais c'est surtout qu'on a décidé de créer un pôle, un tiers-lieu sur l'électricité renouvelable sur le village, avec la possibilité qu'elle soit accessible aux étudiants et aux personnes qui veuillent venir étudier notre projet sur le territoire. Donc c'est dire que cette micro-université ou lieu de débat et d'études puisse être réalisé. Et ça, D'accord. c'est assez important. Essayer d'essaimer Ouais. encore. Pour ça, on est soutenu, il ne faut pas oublier, on est soutenu par la Fondation Albert II de Monaco. On est le seul projet d'énergie renouvelable en Occitanie à être soutenu par la Fondation Albert II, ainsi que par la Fondation de France sur cet esprit citoyen et tiers-lieu de l'énergie. Très bien. Bon, écoutez, on vous souhaite le meilleur. Merci. Vous travaillez donc en réseau avec effectivement les différentes structures qui peuvent exister ici en région. C'est l'occasion pour vous, vous avez déjà, j'imagine, croisé Franck Turlan. Franck Turlan, qu'on ne présente plus dans l'Aude, puisque pendant 10 ans, vous avez été le coordonnateur du pôle énergie 11, donc en plein dans le dossier. Aujourd'hui, vous êtes membre de l'association Éco-Habité en Corbière et Minervois. Vous portez également donc des projets d'énergie renouvelable citoyenne. Cette grande expérience dans ce domaine-là, elle fait qu'aujourd'hui, vous croyez particulièrement dans ces petits projets citoyens. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, non pas votre vie, mais votre expérience qui fait que voilà, vous vous accrochez maintenant à ces petits projets qui sont pour vous porteurs d'espoir? Oui, bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes derrière les écrans. C'est vrai que c'est particulier aujourd'hui de parler comme ça, mais j'espère qu'on arrive à transmettre quelque chose. Et on ne se connaissait pas avec David, mais voilà ce que j'entends, ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de Solène Leroux à la région va dans le même sens. C'est-à-dire que on va parler peut-être des questions d'échelle, effectivement, petits projets, grands projets, mais il y a quand même derrière tout ça quelque chose de fondamental, c'est la reprise en main, je dirais, de cette question d'énergie, qui est une question de société, par les acteurs du territoire, acteurs quels qu'ils soient élus locaux, mais derrière un élu local, il va y avoir des agriculteurs, par exemple. Également les gens qui sont sur ces filières-là, les développeurs. Donc ce matin, il y a eu Valorem, par exemple, c'est un acteur historique, on va dire, et qui est présent dans l'Aude. Il a une agence à Carcassonne et c'est assez rare, hein, donc pour le souligner. Mais du coup, on a des liens de proximité. C'est valable aussi même avec Enedis, qui est effectivement une grande entreprise nationale, certes scindée maintenant en de multiples entités, mais c'est derrière, ce sont des individus. Et c'est vrai que j'espère en tout cas, peut-être des réflexions par rapport à la suite, on aura ce lien peut-être retrouvé avec les gens d'Enedis, parce que quand les dossiers sont traités de Perpignan, des dossiers de photovoltaïque à Aix-en-Provence avec quelqu'un qui ne suit pas forcément votre dossier, c'est pas Plus toujours compliqué. facilitateur, hein, voilà. Bon, je referme la parenthèse, c'était pas le c'était pas le sujet. Mais vraiment cette reprise en main de la question, tous ensemble avec le réseau. Le réseau, c'est quoi? C'est notre outil à tous, c'est notre bien commun. Il fonctionne quand même plutôt bien. Et c'est comme une énorme batterie collective qu'on a. Il n'y a pas besoin de réinventer des choses. On est sur l'autoconsommation, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le collectif, le collaboratif, je crois que notamment sur cette question d'énergie et en particulier d'électricité, ça a tout son sens d'un point de vue technique et d'un point de vue humain. Alors, du point de vue humain, justement, ces projets collaboratifs partent souvent d'un collectif, de personnes qui se mettent ensemble pour porter des projets locaux. J'imagine qu'avec l'association, vous en portez aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces projets-là? Je crois qu'il y en a un à Ornaison, justement, dans l'Aude. Alors Ornaison, c'est vraiment un cas d'école, hein, très complémentaire, proche de Prats. Là, on va dire, ce sont des élus locaux qui se sont posé la question de l'usage, on va dire, d'un site dégradé qui n'était plus utilisé, l'ancienne décharge du village, à côté de la déchetterie.
On aurait pu... Elle devait rester comme ça. Elle aurait pu rester comme ça, cette décharge. Il y avait Oui, rien de... ou ils auraient pu faire le choix de passer directement avec un développeur, de donner les clés à quelqu'un en disant, bon voilà, vous pouvez développer ce projet-là, et peut-être au bout de 3-4 ans et plus, il y aurait eu une petite centrale solaire au sol et un loyer pour la commune, un peu de taxes pour la commune et l'intercommunalité. Mais quoi? Il y aurait rien eu de plus. Hein. Il y en a eu certes une production électrique. Là, c'est devenu, parce qu'ils ont fait un autre choix. Ils ont fait le choix de s'appuyer sur cet outil qui est assez formidable de la part de la région et de l'ADEME, cet appel à projet qui est vraiment qui donne en fait la possibilité de voir émerger des projets issus d'acteurs qui n'ont pas forcément au départ des compétences techniques pointues, mais qui vont se regrouper, qui ont une connaissance, ces élus en l'occurrence, ont une connaissance très fine de leur territoire, hein, des gens qui habitent sur la commune, et on va en faire un projet de village quelque part. Au-delà d'un projet d'énergie, c'est un projet de village, et on va avoir à l'arrivée, vraisemblablement, des grands-mères, des grands-pères qui vont prendre des actions pour les petits-enfants, parce qu'il y a la centrale au sol de l'école, mais il y a aussi quelques toitures solaires, notamment sur l'école, sur la salle polyvalente. Voilà. C'est un petit projet. Et sur cette fameuse décharge, alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc là, on va trouver une petite centrale de 250 kW. Donc ça reste un petit projet. Hein, voilà, ça va pas. Disons qu'on va dire en termes de production, ça peut couvrir à peu près la consommation d'électricité spécifique de 130 familles, hein, à peu près, quelque chose comme ça. C'est un village où il y a 1000 personnes. Hein, voilà, ça donne à peu près une échelle. Et il y a à peu près pour une centaine de kilowatts de puissance installée sur 4 bâtiments. Ça, c'est l'aspect, on va dire, factuel, hein, l'aspect quantitatif au niveau énergie. Donc c'est très modeste par rapport à toutes nos consommations, on peut l'imaginer. Mais là, on est en train de semer, et ils sont en train de semer quelque chose. Donc nous, association, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on accompagne la commune sur une sorte de préétude. C'est les grands mots, quoi, mais c'est pour vraiment imager. Une préétude technique, économique, et ensuite, on aide les élus à voir cette stratégie de construction peu à peu avec les habitants, avec les citoyens. Donc il y a une association de préfiguration qui s'est créée, où aujourd'hui, de façon très concrète, il y a une coprésidence. La coprésidence est assurée par le maire ès-qualité, en tant que maire du village, et il y a un citoyen d'Ornaison, un habitant, qui assure l'autre partie de la coprésidence. Et peu à peu, comme ça, c'est en train de grandir. Donc c'est beaucoup de temps. Effectivement, les collectifs citoyens, et ce que disait Solène, effectivement, le fait qu'on ne puisse pas trop en ce moment se parler, se réunir, c'est vrai que c'est un frein. Mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'échanges. On pourrait dire que c'est du blabla, mais non, c'est un temps de maturation parce que on part de loin, mais les gens aussi vont poser des questions. Et alors, est-ce que les panneaux, mais est-ce que finalement on ne pollue pas davantage? Et cette histoire de terres rares, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'on soit autonome? Et derrière ces questions-là, il y a du débat, il y a de la discussion. C'est là qu'on va encore plus loin que l'appropriation. Il y a de l'intelligence qui naît. D'accord. Voilà. L'Aude, comme les Pyrénées-Orientales, c'est un département assez rural finalement. Est-ce que c'est facile de faire venir les énergies renouvelables dans l'esprit des citoyens de ces milieux ruraux? Est-ce qu'il n'y a pas de réticence là aussi? En gros, est-ce que les énergies renouvelables, c'est pas une histoire de bobo des villes, quoi? Est-ce que c'est pas difficile de la mener jusque dans les petits villages? Alors, je dirais paradoxalement non. Pour moi, non. Au départ, j'ai beaucoup travaillé avec, quand j'étais avant sur l'Agence de l'énergie du climat de l'Aude, avec les agriculteurs. Les agriculteurs sont des gens qui sont plus proches de la terre, du vivant, des moyens de production. Et la question de l'énergie est une question vitale pour eux,
cette catégorie de personnes. Et l'énergie, elle est partout dans leur travail. Donc c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup plus intégré et de façon très pratique, pragmatique. Ce sont des gens qui ont vraiment les pieds, c'est le cas de le dire, sur le sol et ne sont pas forcément des rêveurs. Alors, des fois, ils sont sceptiques. Des fois, il y a un temps de latence avant d'adhérer véritablement au projet. Mais si il y a souvent des pionniers là aussi, il y a une phase de pionniers. Si les pionniers réussissent, voilà, si après ils ont leur coup payé au bistrot quand ils seront rouverts, c'est gagné quoi derrière. Parce que c'est quelque chose qui est profondément inscrit. Donc je crois que paradoxalement, non. D'accord. Pour conclure avec vous, comment vous envisagez l'avenir? En gros, bon là aujourd'hui on le voit, la région notamment soutient beaucoup. Sans collectivité qui puisse soutenir, sans réseau, comment vous pourrez éventuellement envisager l'avenir? Est-ce que voilà, là aussi ça passe par l'éducation de la plus grande majorité des gens et en fait faire en sorte que ces énergies renouvelables deviennent un réflexe? Moi, je crois que si... alors, j'ai employé le mot de politique, mais pas au sens politicien partisan, au sens profondément d'une orientation, d'une inflexion, telle que il me semble que la région l'a mis là, à travers cet appel à projet. Derrière, c'est quoi? C'est rendre le pouvoir aux gens, rendre le pouvoir à nous tous qui habitons ici. Pendant longtemps, alors ça s'est passé comme ça, on est un pays centralisateur. On a dit aux gens, sur la question de l'énergie notamment, ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout pour vous. On voit les limites du système aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est en train de changer à la base. Mais ça va mettre du temps. Alors, en quoi je crois? Je crois que juste, il faut que nos dirigeants croient dans ce modèle, même s'il met du temps à émerger. Parce qu'effectivement, c'est des années, il y a des freins. Effectivement, les citoyens, il y en a qui sont, j'imagine, derrière l'écran. Il faut s'accrocher, quoi. Hein, voilà. Il faut s'accrocher, il faut tenir sur la durée. Donc, dans les groupes aussi, mettez de la bonne humeur, mettez de la chaleur humaine. C'est ça qui va faire qu'il y a un autre intérêt à faire ce genre de projet. Mais à nos dirigeants, gardons cette ligne et ces petits projets de rien. Ce n'est pas une centrale de 250 kW à Ornaison qui va suffire à faire la transition énergétique, même à l'échelle de la région Occitanie. En revanche, un petit projet comme ça, déjà, nous, sur notre petit territoire des Corbières, amène aujourd'hui un autre projet qui va être à peu près 4 à 5 fois plus gros, et etc. Et on va avoir des gens qui vont adhérer. Et je pense que, on l'a vu là, on a des développeurs qui sont aujourd'hui des gens qui arrivent avec un savoir-faire, avec des mégawatts, des gigawatts derrière de projets. Et c'est cette rencontre-là de plusieurs mondes, avec de l'intelligence collective, moi j'y crois à ça. Voilà. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Très bien, une belle note d'optimisme pour finir. On va continuer avec, pareil, un projet citoyen qui, lui, était né d'une opposition. Ça arrive, effectivement. Il y a des projets qui suscitent l'opposition. C'est le projet des survoltés d'Aubrey, qui est représenté par monsieur Antoine Rousseau, normalement en visio. Je ne sais pas si monsieur Rousseau est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Rousseau, vous êtes donc la preuve que de l'opposition, vous, c'était à l'époque le gaz de schiste qui avait mobilisé contre lui. De l'opposition peut naître quelque chose de beau et un beau projet et un projet durable. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette histoire des survoltés d'Aubrey, s'il vous plaît? Oui, alors, oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voulais juste remettre les camarades qui viennent de s'exprimer et leur dire je suis complètement solidaire de tout ce qu'ils ont dit. Il y a beaucoup de choses que je vais peut-être redire d'une autre façon, mais je suis assez impressionné de l'homogénéité en fait de ce type de projet, même si chaque histoire est différente, vous avez compté la nôtre, mais en tout cas il y a un vrai ADN commun qui est certainement aussi fortement encouragé par l'ADEME et la région qui portent ces projets depuis de nombreuses années. Solène a pu le dire tout à l'heure, mais ça fait chaud au cœur de voir que voilà, on est
on a des choses à partager et c'est bien dommage qu'on puisse pas aller boire un coup effectivement à la sortie de cette réunion pour aller en discuter tous ensemble. Alors à Aubé, donc nous on est un petit village du Gard à la frontière entre le Gard et l'Hérault, juste à côté du Vidourle. Il y a eu une opposition comme dans pas mal de coins de la région en 2011, on est presque 10 ans en arrière maintenant, au gaz de schiste. Donc il y avait des projets d'installation de plateformes de gaz de schiste et il y a eu des collectifs qui se sont montés un petit peu dans les savonnages autour de chez nous. Et comme vous le savez, ça a fini par être une victoire pour ceux qui se sont opposés à ces projets, puisque le gouvernement a instauré un moratoire sur les gaz de schiste. Et notre collectif, auquel d'ailleurs j'appartenais pas à l'époque, parce que j'étais pas dans la région, s'est réuni et les gens se sont dit mais ça y est, on a gagné, etc. Donc on va boire un coup, là encore, c'est important. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, quoi. Et il y a un type, un père de famille qui a dit écoutez, moi je suis content qu'on ait gagné, mais j'en ai marre de me battre contre des choses néfastes. J'aimerais bien construire, j'aimerais bien lutter pour quelque chose. Et donc à cette époque-là, 2011-2012, a émergé l'idée de construire un parc photovoltaïque au sol citoyen, construit sur une ancienne décharge du village. Et donc, la suite, ça a été rendu possible tout simplement grâce à la région et à l'ADEME, qui nous ont soutenus dans le premier appel à projet de 2014, que Solène Leroux a mentionné tout à l'heure, ENRCC, Énergie renouvelable coopérative et citoyenne, dont on a été là, donc en 2014, il y a eu toute la phase qui a abouti jusqu'en 2018 à la construction et à la mise en service de ce parc photovoltaïque qui maintenant, depuis 3 ans, marche très très bien sur l'ancienne décharge d'Aubé. Et peut-être parce qu'il a été construit sur une ancienne décharge, justement, qu'il a été aussi facilement accepté des populations, j'imagine. Oui, vous avez raison. Alors à l'époque, il n'y avait pas autant de débats que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, peut-être parce que les gens connaissaient moins aussi les difficultés qu'il peut y avoir par rapport aux panneaux. Donc on a même parlé un petit peu de recyclage, mais à l'époque on ne parlait pas des terres rares, alors que c'était à l'époque, il y avait des terres rares dans les panneaux, aujourd'hui il n'y en a plus. Il n'y avait pas encore toute cette mise en lumière en fait des énergies renouvelables, et en particulier pas forcément de tous les inconvénients que ça peut parfois apporter. Cela dit, vous avez raison, sur une ancienne décharge qui est donc non compatible et non cultivable pendant au moins 30 ans. Et donc, nous avons décidé d'y installer des panneaux photovoltaïques sur des structures qui sont amovibles. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir des grands pieux qui sont installés dans le sol et qui perforent, dans ce cas-là, la couche superficielle qui protège l'ancienne décharge qui est en dessous, eh bien, nous avons installé tout simplement des bacs en acier galvanisé et qui sont remplis de terre. Et ils servent de support aux panneaux photovoltaïques, ce qui fait que le jour où on décide de démonter, eh bien, il y a 4 coups de tournevis à mettre sur chacun des bacs, et en une journée, le site, il est complètement vierge. Mais complètement vierge, c'est-à-dire qu'il est de retour à l'état initial. Et ça, c'était un des éléments du cahier des charges qu'on a vraiment voulu mettre en place dans ce projet. Ok. Monsieur Rousseau, la connexion n'est pas très bonne, donc on va peut-être écourter l'entretien. Donc juste quand même, vous insistez vous aussi sur le fait que le projet des révoltés d'Aubray soit un projet 100% citoyen. C'est ça, hein? Oui, alors je suis désolé pour la connexion. J'espère qu'on va réussir à finir. Oui, le projet des survoltés d'Aubé, c'est 100% citoyen. C'est-à-dire que du montage jusqu'à la gestion aujourd'hui, nous n'avons que des citoyens qui sont investis. Donc, il y a 0 € dans ce projet. Il y a eu vraiment, sur le montage du projet, sur le financement, bien entendu, et sur la gestion aujourd'hui, jusqu'à la maintenance sur site, il y a un maximum de choses qui se font par les citoyens. Évidemment, les interventions techniques de haut niveau sont faites par des gens dont c'est le métier, mais tout ce qui peut être fait par les citoyens, et en particulier toute la gestion, est fait par les citoyens. Et ça permet d'illustrer ce que disait Solène Leroux tout à l'heure sur la montée en compétences des citoyens qui aujourd'hui sont capables de faire des choses vraiment importantes qui n'étaient pas possibles avant, en fait. D'accord. Et pour vous aussi, il est important aujourd'hui, maintenant que votre projet est abouti, il est important d'essaimer, c'est ça, et de
et de faire profiter de votre expérience. Oui, tout à fait. En fait, c'était un des engagements du projet au départ. C'était que l'argent de la région, on a eu 100 000 euros de la région Occitanie, Solène en a parlé tout à l'heure, il ne soit pas distribué dans les portefeuilles des sociétaires. C'est-à-dire que cet argent-là, nous le redistribuons chaque année sous la forme d'une subvention de 3 600 euros pendant 30 ans pour des associations qui vont juste émerger des nouveaux projets comme celui-là. Et c'est comme ça qu'est né un nouveau projet qui s'appelle Sur le territoire du sud-ouest du Gard, là. Et ACT, ça veut dire accélérateur citoyen pour des territoires en transition énergétique. Et donc, tout simplement, notre collectif sert un petit peu de démonstrateur à d'autres associations, d'autres collectifs, mais aussi à des collectivités territoriales qui veulent se lancer, entre guillemets, mais qui peuvent peut-être parfois avoir un petit peu peur parce que, comme vous disiez tout à l'heure, quels sont les blocages? Les blocages, en général, c'est simplement que les gens, on leur a pas raconté, on leur a pas montré des exemples, on leur a pas, tout ça, c'est encore assez nouveau. Et donc, nous, on a la chance d'avoir quelque chose qui fonctionne, sur lequel on est capable de montrer par A plus B, y compris avec des documents techniques, des documents budgétaires, des documents administratifs, que finalement, c'est pas si compliqué. Et donc, grâce à cet exemple et à ce côté local, territorial, on va aller son propre projet, etc. Mais j'insiste, avant de finir, sur une chose, c'est que nous n'allons pas faire le projet à la place des autres. On est là pour témoigner, pour aider. On a même embauché un ingénieur, grâce encore une fois au financement de l'ADEME et de la région, qui permet de porter tout ça. Mais s'il y a un local dans le village pour porter le projet et animer les choses, ces projets-là ne peuvent pas voir le jour. Très bien. Merci, merci Monsieur Rousseau. On va maintenant rejoindre Alenka. Merci à vous. Merci. Alenka Doulin, que beaucoup ici aussi connaissent. Alenka Doulin, elle est animatrice au réseau Éclair. Éclair, ça veut dire énergie citoyenne, locale et renouvelable en Occitanie. Bonjour Madame Doulin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de ce réseau, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, Éclair, c'est né en 2015 suite au premier appel à projet de la région, énergie coopérative et citoyenne, qui a déjà été mentionné plusieurs fois. On est né parce que justement, il y avait une première promo de projets citoyens qui avait émergé partout en Languedoc-Roussillon et qui avaient les mêmes besoins, qui rencontraient les mêmes difficultés. Ça a été un petit peu mentionné, des difficultés juridiques, financières, des difficultés à se repérer aussi dans les lourdeurs administratives. Et donc, on a été créé pour répondre à ces besoins. Et donc, moi, j'ai la chance au quotidien, avec 4 autres collègues, d'accompagner des David, des Franck, des Antoine, des élus et des citoyens survoltés qui ont envie de mettre la transition énergétique au service de leur territoire. D'accord. Et aujourd'hui, vous soutenez combien de projets en région ? Effectivement, depuis 2015, il y a eu un petit peu de chemin parcouru, même si ces projets mettent du temps à émerger, à voir le jour, parce que c'est des projets qui peuvent être longs. Aujourd'hui, on a plus d'une soixantaine de projets. Il y en a une vingtaine qui produisent déjà des énergies renouvelables. Il y en a environ 35 qui sont en développement, donc qui sont en train de faire les études et qui espèrent que le projet va pouvoir sortir assez vite. Et puis, il y a une vingtaine qui sont en train de se lancer, qui sont au tout début des démarches, qui sont dits en émergence. Donc 60 projets, après on l'a dit, c'est des projets qui sont différents. Il y a une grande variété de porteurs de projets aujourd'hui que notre réseau accompagne. On l'a dit, il y a tant qui porte le projet. Il y a des projets plutôt d'initiative publique, où c'est plutôt les élus qui poussent. Et puis il y a des territoires où c'est plutôt des projets d'initiative très citoyens. Et donc ça varie aussi beaucoup. Selon la filière aussi, on l'a dit, il y a beaucoup de solaire en région Occitanie, beaucoup de projets de toiture, mais aussi maintenant au sol, du photovoltaïque au sol, et puis de l'éolien, du bois énergie, pas encore trop de géothermie, mais voilà, donc c'est aussi, ça varie aussi. Et puis aussi dans les raisons de se lancer, il y a une grande variété de projets qui existent, même si, comme le disait Antoine, il y a un peu un ADN commun, mais il y a peut-être que vous l'avez plus senti, mais sur Pras, c'est plutôt la question de comment on va
comment l'autonomie énergétique, dans le sens comment on va faire en sorte que ces projets soient au service de notre territoire, de l'économie locale, du sentiment d'appartenance. Et puis il y en a qui sont plutôt sur l'envie de vraiment participer sur son territoire à mettre fin aux énergies fossiles difficiles. Enfin, ouais, il y a toute une palette de raisons qui font que les gens se lancent aujourd'hui. Mais il y a un facteur commun à tout ça, c'est quand même beaucoup l'envie d'agir de manière positive, de manière concrète, de se mettre autour d'une table, de mettre les mains dans le cambouis et de participer à ce chantier de la réappropriation de l'énergie, car comme ça a été dit, c'est un sujet qui est aujourd'hui pas trop dans les mains des citoyens. C'est lié à l'histoire de notre modèle énergétique, mais il y a aujourd'hui cette envie de s'approprier ce chantier et de s'assurer qu'il ne soit pas accaparé par des grands groupes loin parfois des intérêts des territoires, qu'il soit mis au service de ces terroirs énergétiques. Voilà. Et alors, quels sont les conseils qu'ils vous demandent en général, ces porteurs de projets citoyens? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? On a vu avec David Jenner à Prat, c'est des difficultés administratives, mais est-ce qu'il y a d'autres types de difficultés quels sont les soucis qu'ils peuvent rencontrer? Les soucis, ils sont de deux ordres, je dirais. Il y a ceux qui sont liés au fait que parce que c'est des énergies renouvelables, c'est des projets qui sont encore aujourd'hui longs, un petit peu fastidieux, avec un cadre réglementaire qui est changeant. Donc ça, il faut tout simplement de la patience, s'armer d'outils pour se repérer. Et donc ça, nous, on appuie pour que les gens puissent se repérer dans cet écosystème. On fait aussi un travail au niveau national avec Énergie Partagée, qui est la structure qui rassemble tous ces projets pour être le porte-voix et faire en sorte que les dispositifs qui existent sur les énergies renouvelables soient mieux fait pour des acteurs non professionnels, parce que c'est ça aujourd'hui la difficulté, c'est que vous voyez, quand vous lancez et que vous n'êtes pas un professionnel des énergies renouvelables, forcément vous devez à chaque fois découvrir, apprendre, monter en compétence sur comment ça fonctionne. Et donc plus les dispositifs sont complexes, moins ils sont appropriables par des élus ou des citoyens dans les territoires notamment ruraux. Et donc ça c'est un des enjeux. Et puis après on intervient évidemment sur tout ce qui fait que c'est des projets un peu d'un genre nouveau, parce qu'on crée du coup ces projets, vous l'avez compris, ils créent des sociétés, des coopératives pour porter les projets. Et donc forcément il faut accompagner d'un point de vue sur le juridique. Voilà, quand on veut créer une société, quel statut, etc. Sur le financement, je ne sais pas si ça a été dit trop depuis le début, mais on est sur des projets qui en fait peuvent être qualifiés de capitalistiques, c'est-à-dire que c'est des projets qui souvent coûtent assez cher au début, il faut investir beaucoup au début. Voilà, ça peut être 200, 300 000, voire plusieurs millions d'euros sur par exemple un projet de ferme éolienne. Et donc forcément pour ça, il faut avoir des outils de financement qui permettent de collecter en mobilisant l'épargne de proximité, pouvoir financer les projets. Donc ça, après, il faut développer du coup des outils là-dessus, faciliter les collectes en ligne. Voilà, il y a toutes sortes d'enjeux. Et puis, il y a aussi un enjeu parce que c'est des projets citoyens, il y a comment le groupe va fonctionner. Et ça reste en fait le facteur clé de succès qui fait qu'une initiative va fonctionner sur le long terme, tenir face à ces épreuves. C'est est-ce que les personnes qui sont impliquées dans le projet vont bien fonctionner ensemble, garder l'énergie du collectif, même quand il y a des difficultés administratives, financières. Et ça, cette alchimie en nous, en plus, qui nous tient à cœur, c'est vraiment qui est si possible dans ces noyaux durs, en fait un panel de personnes qui soient à l'image du territoire, qui essayent de mettre autour de la table à la fois, on l'a dit, des citoyens, des élus, des agriculteurs. Et bien l'idée c'est que ça c'est un facteur clé de succès, et donc ça évidemment on accompagne aussi sur ces aspects de gouvernance partagée dans ces projets. Et alors, vous le disiez, c'est depuis 2014, donc vous commencez à avoir une petite expérience dans le domaine. Quel premier retour d'expérience vous pourriez nous faire sur ces porteurs de projets? Ils ont abouti? C'était des projets réalisables? Les projets qui sortent le plus vite aujourd'hui, c'est les projets, les fameuses grappes solaires. Donc ça, c'est quand des citoyens sur un territoire créent une coopérative qui va porter plusieurs projets de toiture. Donc ça, aujourd'hui, c'est les projets qui sont les plus simples et les plus rapides. Et donc c'est aussi ceux qui représentent du coup la plus grosse part dans le mix énergétique des projets citoyens en région. C'est ces projets-là. Parce qu'aussi c'est des projets, on l'a dit, qui sont peut-être plus consensuels. Donc c'est en fait du coup un groupe de citoyens et d'élus qui va se mettre à la recherche des toitures les plus pertinentes à équiper, et qui vont du coup pour financer ces toitures chercher de l'argent auprès de citoyens sur le territoire qui ont un petit pécule de côté. Donc ça c'est le plus simple. Après, quand on est sur des projets plus complexes, c'est évidemment ou plus tendus ou qui génèrent plus de conflictualité, notamment l'éolien, le PV au sol aussi, on a un petit peu mentionné, la méthanisation. Là du coup c'est un peu plus
plus complexe. Mais donc, et surtout, ce qui va jouer c'est ce que je disais à l'instant, dans la capacité à aller au bout du projet malgré la durée de développement de ces projets, c'est est-ce que le groupe, le noyau dur tient sur la durée, et est-ce qu'il y a les bonnes personnes qui sont là pour relancer, pour organiser les fameux apéros dont tout le monde a parlé depuis le début, parce que c'est cette énergie collective qui va faire que ça tient ou pas. Donc ça reste ce que je disais tout à l'heure, le point le plus important, et qui fait qu'aussi il y a des projets qui effectivement se cassent parfois la figure parce qu'en fait il n'y avait pas cette bonne alchimie, et puis après, comme tout projet d'énergie renouvelable, ce qui peut arriver aussi, c'est que le projet n'a pas les autorisations pour X raisons, parce que d'un point de vue environnemental, etc., ou tarifaire, il n'y a pas le bon tarif. Du coup, ces projets ne voient pas le jour. Mais souvent, du coup, les collectifs qui voient un premier projet échouer, du coup, se rabattent sur d'autres projets sur leur territoire, parce qu'en fait, des gisements d'énergie renouvelable, il y en a de tout type et partout. Donc en fait, quand on cherche de quoi valoriser, en général, on trouve. Justement, pour conclure, quel avenir vous voyez à ces projets locaux? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de diversifier et de sortir un petit peu du photovoltaïque, des toitures photovoltaïques, et essayer d'innover un peu avec d'autres sources d'énergie renouvelable? Tout à fait, il y a un enjeu à permettre à ces coopératives aujourd'hui citoyennes partout en région de diversifier leur mix, de leur permettre de passer aussi sur des plus gros projets qui sont du coup plus coûteux, plus risqués, mais qui leur permettraient aussi de produire plus d'énergie renouvelable. Ça a été dit, aujourd'hui on est sur environ 11,5 gigawattheures de production citoyenne en région, avec Alors, plus de juste, 4000 citoyens. pardon, je vous interromps. 11 000 gigawattheures, ça correspond à quoi? Ça veut dire, c'est l'équivalent de combien de foyers qui peuvent être alimentés? Alors j'aurais du mal à faire l'équivalence là comme ça en direct, D'accord, pardon. mais effectivement aujourd'hui on ne pèse pas grand-chose dans le mix énergétique régional, parce que on est au tout début, et comme on le disait, les plus gros projets, notamment éoliens, parcs au sol, et ben en fait sont encore en cours de développement. Donc voilà, et comme on disait aussi sur le nombre de citoyens qui ont pris des parts, 4000 en région, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais en tout cas il y a vraiment cette dynamique qui est en cours d'émergence. Et sur cette question-là, du coup, pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est comment on va accompagner ces coopératives dans le fait de diversifier les filières, aussi d'aller chercher, parce que pour financer ces projets, forcément, il faut de l'argent. Et du coup, il faut du coup convaincre ses voisins et ses voisines de pouvoir prendre des parts dans ces coopératives. Et donc, il y a un sujet aussi sur comment aussi sortir parfois du premier cercle de militants qui, au début, soutiennent l'initiative, pour pouvoir avoir plus de capacité de financement, aller sur d'autres projets. Il y a aussi un enjeu de diversifier, et peut-être de pas juste faire de la production d'énergie renouvelable, mais peut-être aller sur d'autres types de services. Par exemple, nous on a des coopératives qui ont remarqué que sur leur territoire, il y avait une appétence de leurs voisins et voisines pour, par exemple, installer des kits d'autoconsommation, ou voilà, ce type de choses. Et donc ils se sont dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un groupement d'achat pour ensemble mutualiser l'énergie et s'assurer qu'on va pouvoir trouver ce type d'installation à bas coût. Donc en fait, les besoins énergétiques, on l'a dit, ils sont importants. Même si on peut beaucoup réduire nos consommations d'énergie, on aura toujours besoin d'énergie. Donc en fait, inventer des services, inventer des solutions, il y aura besoin. Et c'est l'avantage de ces coopératives, c'est de pouvoir s'adapter selon les enjeux, selon les envies locales. Elles peuvent du coup créer ces services. Donc ça, il y a tout un enjeu là-dessus. Et puis, il y a, comme on disait, et ça c'est notamment notre rôle, de s'assurer, et c'est notre rôle avec la région et l'ADEME, de faire en sorte qu'il y ait un écosystème qui soit favorable à ces projets. Parce que comme on accompagne, nous, des acteurs non professionnels à se lancer, eh ben, il faut simplifier un peu les choses et s'assurer que ces projets puissent se retrouver dans un peu le méandre des acteurs qui interviennent sur ce sujet. D'accord, donc il y a des projets, des envies et des ressources en région, si je comprends bien. Oui, il y a beaucoup de choses, et effectivement des fois le plus dur, c'est de se repérer. Donc en tout cas nous, c'est notre rôle aussi beaucoup, c'est d'être le porte-voix de ces projets, puis d'être la porte d'entrée de tous ceux qui voudraient se lancer. Donc il y a un site web du coup sur lequel vous pouvez aller pour retrouver toutes les informations de base et pour nous contacter. C'est www.ec-lr.org, et du coup les 4 animatrices et animateurs du réseau seront évidemment ravis de répondre à vos questions, à vos idées, si vous
vous voyez sur votre territoire une ancienne décharge à équiper. Voilà, c'est justement on est là pour ça. Et donc en fait, aujourd'hui, il y a les financements. C'est vraiment pas le plus dur à trouver. Ce qu'il faut, c'est voilà, créer la petite étincelle localement pour générer la dynamique. Fédérer des énergies bien humaines, celle-là. C'est ça. Tout à fait. Très bien, merci Madame Doulin. On va conclure cette table ronde avec Monsieur Dominique Charzard. Vous êtes donc le directeur régional d'Enedis Languedoc-Roussillon. Parce qu'effectivement, il y a des projets citoyens, mais il y a aussi de grandes entreprises qui prennent ces questions d'énergie renouvelable à bras-le-corps. C'est le cas d'Enedis. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le rôle justement d'Enedis dans le développement de ces énergies renouvelables? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, Enedis est une entreprise nationale qui est une filiale d'EDF. Nous avons une mission de service public, exploitation des réseaux de distribution. On assure le dépannage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis on raccorde effectivement l'ensemble des clients. Mais on exerce cette mission dans un cadre de concession. Ce sont les collectivités locales aujourd'hui en France qui sont propriétaires des réseaux et qui donc nous confient la concession, ce qui donne à notre entreprise aussi une dimension locale. C'est-à-dire que nous avons un contrôle qui est exercé par les collectivités locales, localement, sur la façon dont on exerce sur leur territoire cette mission de service public. Alors, notre mission concernant les énergies renouvelables, la première d'abord, c'est de les raccorder. Car quelque part, la première attente effectivement des producteurs d'énergie renouvelable, c'est de pouvoir acheminer cette énergie vers des consommateurs. Et ça fait le lien entre les lieux de production et des clients et les clients. Alors, quelques chiffres quand même en France. Aujourd'hui, 90% des énergies renouvelables sont accordées au réseau de distribution. C'est les ordres de grandeur. On a 430 000 producteurs d'énergie renouvelable en France. Alors, c'est beaucoup évidemment du petit photovoltaïque dans les volumes, mais c'est aussi des moyens de production plus importantes. Ça correspond à 25 gigawatts de puissance installée. Alors qu'on parle de puissance, c'est la capacité à produire qui dimensionne les réseaux. Nos réseaux, on les dimensionne effectivement en fonction de la puissance des moyens de production. Ça correspond à 15 EPR, la puissance installée en France des énergies renouvelables. Donc on voit que les énergies renouvelables sont déjà bien développées. Oui. Et le réseau de distribution s'est adapté à ça. Dire quelque part, c'est des kilomètres de lignes qu'on a construites pour pouvoir accorder ces ENR. C'est des réseaux qu'on a dû renforcer parce que le réseau il a été conçu initialement évidemment pour acheminer l'énergie de moyens de production centralisés vers des clients. Et les ENR se développent beaucoup dans les zones rurales. Et donc, ça nécessite effectivement des investissements extrêmement importants pour renforcer les réseaux dans les zones rurales, ce qui d'ailleurs fait un lien aussi avec la qualité de fourniture. Ça peut permettre aussi d'améliorer la qualité de fourniture dans des zones plus rurales, dans ces investissements qu'on réalise pour accorder les ENR. Alors, il y a encore beaucoup de projets. En Occitanie, alors juste pour citer des chiffres, en Occitanie, on a 4 gigawatts de ENR accordés au réseau de distribution, 76 000 photovoltaïques, 164 parcs éoliens. Raccordés au réseau de distribution. Et beaucoup de projets encore. Donc on pense qu'il y a encore de l'avenir. Il y a de l'avenir, il y a du potentiel de développement. Et on s'y prépare, parce qu'évidemment, on anticipe les investissements pour que les réseaux puissent accueillir ces projets qui arrivent. Juste un chiffre pour vous montrer un peu l'envergure des projets. Dans l'Aude, qui est un des départements d'Occitanie où il y a le plus de NR aujourd'hui, l'Aude, on a estimé que dans les 10 ans qui viennent, on a un potentiel de 910 mégawatts de projets d'ENR. Alors 910 mégawatts, expliquez-moi. 910 mégawatts, une centrale EPR, c'est 1650 mégawatts. Donc en portefeuille aujourd'hui dans l'Aude, dans les 10 ans qui viennent, on a l'équivalent de 910 mégawatts de projets. On pense, nous, que c'est des projets qui vont aboutir. Alors, ça prend du temps, effectivement, mais c'est des projets qui vont aboutir. Et ça nous permettra d'ailleurs de construire sur ce département 3 postes sources. C'est des installations de transformation haute tension. Et ces investissements auront un impact très fort sur la qualité de fourniture dans des zones où on a besoin aussi, on a des enjeux autour de la qualité de fourniture. Voilà, donc notre rôle, c'est d'abord, notre premier rôle sur les énergies renouvelables, c'est de leur permettre d'être raccordés au réseau de distribution, à ce réseau qui permet vraiment de faire le lien entre ces moyens de production et ces lieux de consommation. Vous avez aussi une expertise d'accompagnement, c'est ça ? Alors, on a aussi un rôle, évidemment, pour le réseau de distribution, il permet ces échanges d'énergie entre producteurs et consommateurs.
Il permet aussi, et ça c'est grâce au développement des nouveaux compteurs communicants ces dernières années, de pouvoir mesurer les échanges d'énergie en temps réel. Et ça c'est extrêmement important pour les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont par nature intermittentes. Et donc il est important que les clients, les consommateurs aient conscience du moment où les énergies renouvelables sont disponibles, de façon à ce qu'on favorise la consommation au moment où elles sont disponibles. Il est important aussi que les consommateurs aient conscience de la façon dont ils consomment. Vous savez que le réseau est finalement dimensionné à la pointe. Si vous développez des énergies renouvelables et que pour passer des pointes, vous utilisez un groupe électrogène, je ne suis pas très sûr que ça soit très écologique comme démarche. Donc il y a toute une démarche nécessaire de bien comprendre comment on consomme son électricité. Comment faire alors pour le faire comprendre justement aux consommateurs? Alors ça, c'est les compteurs. Donc les nouveaux modèles de compteurs, c'est les compteurs Linky qu'on a déployés. On a aujourd'hui 80% des foyers qui sont équipés de compteurs Linky. On sera à 90% à la fin de l'année 2021. Permettent vraiment à chaque foyer, à chaque client, de pouvoir accéder à ces données de consommation. C'est-à-dire, on peut clairement voir à quel moment on va consommer davantage d'électricité. Donc il y a un site, j'invite tout le monde à y aller, il y a un site qui s'appelle Enedis à mes côtés, tout le monde peut y aller, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit son fournisseur d'électricité. Vous avez accès à vos données de consommation, c'est-à-dire tous les jours, vous pouvez savoir combien vous consommez un kilowattheure et vous pouvez savoir par tranche d'une demi-heure quelle puissance vous avez consommé. C'est très intéressant. Je pense que beaucoup de clients ne savent pas la façon dont ils consomment. On a des usages de l'électricité qui ne sont pas bien connus. Je pense notamment à la production d'eau chaude sanitaire. Et puis, on a des nouveaux usages qui se développent. La mobilité électrique, on voit bien, qui est en train de prendre... doit s'accompagner d'une recharge intelligente. Ça, c'est un élément extrêmement important. Comment on accompagne la mobilité électrique d'un mode de recharge intelligente. Et les données, les compteurs intelligents permettent à chaque utilisateur d'avoir cette vision. D'accord. Je vous laisse poursuivre donc sur l'expertise peut-être justement d'accompagnement pour les communautés énergétiques. Alors, on a, je vais donner peut-être quelques exemples. Enfin, nous, ce qu'on souhaite accompagner, effectivement, le réseau permet les échanges d'énergie, les réseaux, les compteurs aujourd'hui communicants permettent de maîtriser, de mettre à disposition des clients les données qui permettent de gérer ces échanges d'énergie. On a aujourd'hui des nouvelles pratiques autour des communautés énergétiques ou de l'autoconsommation collective qui se développe. Alors encore pas énormément, très honnêtement. C'est encore un début. Simplement quelques chiffres. On a au niveau national une centaine uniquement de réalisation d'autoconsommation collective au niveau national, donc c'est pas encore énorme. C'est quoi un projet? Alors, autoconsommation collective, ça c'est très intéressant. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. C'est un groupement de producteurs et de consommateurs qui se mettent ensemble dans l'idée d'échanger de l'énergie. C'est-à-dire que celui qui consomme la production d'énergie renouvelable de son voisin. Donc c'est ça l'idée d'autoconsommation collective. Alors sur le papier c'est simple. Dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en application. C'est un groupe de voisins qui se regroupent? C'est voisins. Alors, je vais donner un exemple parce que c'est plus parlant. On a une des plus grosses en France, elle est dans le Gard. À Alès, il y a un bailleur social qui s'appelle le Logis Sevenol, qui a fait des travaux dans des immeubles. Il y a 3 immeubles. Ils ont mis du photovoltaïque sur le toit de ces immeubles-là. Et donc, ils ont développé une autoconsommation collective dans cette résidence. Il y a 100 habitants. Donc il y a 100 kW crête installés de puissance et ils ont une ambition d'aboutir à ce que ça permette une économie de charge pour les locataires de 100 € par an. C'est l'ambition du projet. On n'a pas encore tout à fait le retour d'expérience pour pouvoir voir si c'est le cas. Alors en quoi ça consiste? Le photovoltaïque, lorsqu'il produit, il permet de tout simplement chauffer le ballon d'eau chaude des habitants de ce logement. Et c'est grâce aux données Linky qu'on peut faire le lien entre ce système et les factures d'électricité des habitants. Donc le compteur communicant, nous on fournit au logiciel qui gère l'opération les données qui permettent de faire les facturations, donc de mesurer les échanges d'énergie et de faire les facturations aux habitants de
cet immeuble, de ces appartements. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. L'autoconsommation collective qui quand même est intéressant parce que quelque part, ça rend les clients, les habitants, acteurs de leur consommation. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire j'ai consommé l'énergie qui est produite à côté de chez moi. Hein. Et ils ont conscience du moment où il y a de la disponibilité d'énergie renouvelable et du moment où il n'y en a pas. Ils ont conscience des pointes de consommation aussi, de leur courbe de charge. Donc ça, c'est très intéressant comme type d'expérimentation. Vous m'aviez parlé aussi d'un projet plus près de nous, ici, Mobelsol. Alors Mobelsol, oui, effectivement, c'est un projet qu'on mène, hein, qui est à ce début aujourd'hui, en partenariat avec Texol et sa filiale Sunshine. Et puis avec le syndicat départemental des Pyrénées-Orientales, le CIDEL 66, avec un financement de l'ADEME. C'est un projet qui a été lauréat de l'appel au projet régional Redinov. En fait, on va expérimenter 4 cas d'usage d'autoconsommation collective. Donc, en fait, l'idée, c'est d'élargir le périmètre des autoconsommations collectives. Donc, de pouvoir travailler à des mailles plus larges, hein, aller chercher à des mailles plus larges que simplement quelques habitations, quelques logements ou quelques immeubles. Hein. On va essayer de travailler des marges plus larges. Donc, sur 4 situations différentes qui seront avec des expérimentations derrière sur toute la région, hein, sur la région Occitanie. Ça va durer 36 mois, ces expérimentations. Et puis l'idée de base, c'est faire en sorte que les énergies renouvelables présentes soient utilisées pour la recharge de véhicules électriques localement. D'accord. Hein, c'est de quelque part faire le lien direct entre une production d'ENR et des recharges de véhicules électriques. Une forme de circuit court aussi. C'est une espèce de circuit court, effectivement. D'accord. Pour conclure avec vous, un des enjeux clés, c'est donc la gestion de ces flux de données et surtout leur facilitation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Clairement, aujourd'hui, un des freins majeurs au développement des ENR, hein, si je peux dire des choses comme ça, c'est le fait que les énergies renouvelables sont intermittentes, qu'elles produisent majoritairement à des moments où il n'y a pas forcément de besoin fort d'électricité. Hein. Donc, un des enjeux pour le développement des énergies renouvelables, c'est de faire le lien véritablement, d'inciter finalement des usages intermittents de l'électricité pour faire en sorte que les consommateurs consomment lorsque les énergies renouvelables sont disponibles. Ça, c'est extrêmement important. On peut aussi parler du stockage, évidemment, hein, derrière, hein, puisqu'il y a une des solutions, c'est aussi de développer des solutions de stockage. Les véhicules électriques est un modèle de stockage, hein, évidemment, de l'électricité. Voilà, donc je pense que c'est un axe de progrès, hein, vraiment, c'est que chaque consommateur sache, connaisse et puisse adapter aussi sa consommation au fait, à la disponibilité ou pas des énergies renouvelables. Donc, alors, justement, on a avec nous là 2 porteurs de projets locaux. Est-ce que dans vos apéros de travail, les consommateurs avec lesquels vous travaillez ont conscience de ces enjeux-là, de cette nécessité de consommer, entre guillemets, l'énergie au moment où elle est produite ? Oui. C'est même une grosse demande, en fait. Et c'est la difficulté qu'on peut avoir, c'est de faire correspondre les flux. Donc on ne sait pas qui est derrière l'écran là tout de suite, donc j'espère que ça sera... Je vais essayer de faire simple. Mais c'est vrai qu'il y a le flux énergétique, il y a notamment pour l'électricité, hein, parce que le bois énergie se stocke, hein, par contre. Hein, on peut stocker de la chaleur... via le combustible bois et même faire de la cogénération avec de l'électricité. Mais c'est vrai que sur le solaire et l'éolien dont on parle le plus pour chez nous en Occitanie, c'est vrai que vous avez raison. Mais cette question de l'autoconsommation, c'est une demande, moi par exemple, à Ornaison, d'élus eux-mêmes. Ils disaient, ouais, ça serait bien si sur les bâtiments publics, on avait moins de consommation d'électricité. C'est une demande légitime. C'est de faire correspondre à OB, donc j'ai bien compris, ils essayent de faire le lien justement aussi par rapport aux factures. Ça c'est compliqué puisque c'est un autre flux, c'est le flux financier.
Je me mets à la place des gens, moi des fois je m'y perds, quoi, hein. En plus il y a différents fournisseurs, etc. C'est quand même très compliqué. Donc moi, par rapport à le petit conseil peut-être que je peux me permettre de donner par rapport à ceux qui ont des projets d'énergie renouvelable citoyenne, peut-être de voir effectivement, de ne pas s'empêcher peut-être cette possibilité de voir une autoconsommation réelle. Dans le cas d'Ornaison par exemple, on a vu que sur l'école, peut-être, il faudra qu'on le valide peut-être avec vos services. J'en profite aujourd'hui, puisqu'ils sont fait installer le Linky. Qu'on valide si leur consommation journalière, on va dire, correspondrait à ce qu'on a imaginé mettre au-dessus en puissance sur le toit, sachant qu'ils ont une consommation un peu en continu, puisqu'il y a une cantine, il y a des frigos, quand c'est les vacances scolaires, il y a un centre de loisirs. Donc, c'est des cas de figure qui peuvent être intéressants. Par contre, vous avez bien compris que ça rajoute un niveau de complexité supplémentaire. Donc là, je me tourne vers mon voisin de Pratts, où on ne va pas forcément y aller d'emblée, quoi. Voilà. Oui. David Jenner. Sur l'autoconsommation citoyenne, c'est un peu c'est assez compliqué aujourd'hui de pouvoir la ressentir. Je pense qu'il y a certaines choses qui seront possibles. Texol avec André Joffre ont ouvert beaucoup de portes. Depuis 40 ans, il fait qu'ouvrir des portes. Et j'espère qu'il ne les refermera pas, mais il continuera à les ouvrir. On l'a vu ce matin, il n'a pas l'air décidé à les refermer. Voilà. Donc pour ça, il avance certains prismes, mais il y a des règles qu'il faut suivre et qui seront compliquées à déverrouiller. Parce que voilà, le monsieur qui est à côté, il a des règles pour que le circuit fonctionne bien. Donc, il vaut mieux, on a tous intérêt à ce que le circuit fonctionne bien aussi. Mais je ne sais pas si la blockchain sera la bonne solution ou les e-batteries, le stockage. Après, l'autoconsommation citoyenne doit être entre citoyens. Ça peut être fait. À New York, ils l'ont fait avec L3C. À Copenhague, ils le font sur des lotissements spécifiques. On doit pouvoir y arriver aussi. J'aimerais, moi, voir dans le département un lotissement en autoconsommation avec des gens qui payent une maison, voilà, pour essayer de vivre dans cet esprit-là. C'est en ouvrant des portes qu'on le verra demain et en éduquant nos enfants, parce que c'est eux qui nous le feront. Qui vont porter l'avenir. Voilà. Très bien. Écoutez, merci à vous trois pour votre présence ici et votre intervention. Merci à nos interlocuteurs qui étaient en visioconférence. Rendez-vous d'ici 5 minutes à peine pour une nouvelle séquence inspirante. On va parler d'Hélios. Et donc, rendez-vous tout de suite.